Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, les artistes du fiber art s'emparent du rouleau à tapisserie et donnent du fil à retordre aux phallocrates. 12. Le king du Korean freestyle veut changer la face du rap. Et le coiffeur de Michael, pionnier du hair metal, n'a toujours pas rangé ses ciseaux. Hello. We're just looking for something. And you are? I'm Gemma. This is my boyfriend Tom. Hey, what's up? Gemma and Tom. Lovely to meet you. It's lovely to meet you too, Martin. Yonder is a wonderful development. I know what you guys are thinking. Suburbia. Se sentir prisonnier de son petit chez-soi, on l'a tous vécu ces derniers mois. Mais pour le jeune couple Gemma et Tom, le confinement pourrait être une peine à perpétuité. The master bedroom. Ce cauchemar pavillonnaire, digne d'un épisode de Black Mirror, c'est Vivarium, deuxième long métrage du réalisateur irlandais Lorcan Finnegan. Number 9 again. Did we just do some kind of loop? Tom. À Paris, Trax a rencontré l'auteur de ce guet-apens. We're interested in this kind of existential idea of being trapped in this kind of life that is sort of pre-planned for you, or like an expectation of how you're supposed to live. We wanted to expand upon that in a sort of more universal sense around kind of consumerism and the complete lack of nature in these places that, like, we're often like clear these huge big natural areas to build these houses and just cement everything and build everything that looking exactly the same. It's kind of homogenization of culture and society. L'inspiration, Lorcan Finnegan et son co-scénariste Garrett Shanley l'ont eu en observant la troublante série surréaliste L'Empire des Lumières, du peintre belge Magritte, avec ses scènes qui ne sont ni de jour, ni de nuit. Les maisons, base du décor de Vivarium, ont été retravaillées et multipliées numériquement afin que les héros semblent piégés dans un catalogue retouché sur Photoshop. Be careful. They actually are not really afraid of some sort of big monster crawling out of the drain or something. They have fears and anxiety around like their youthfulness and their kind of freedom and possibilities suddenly disappearing because they end up stuck in circumstances and then have to repeat a daily routine until they die. Lorcan Finnegan grandit à Oath, un petit village de pêcheurs à 15 km de Dublin. Fan de séries télé comme The Twilight Zone ou Bizarre, il rejoint la capitale pour faire ses études en graphisme puis en animation. En 2007, il réalise son premier court-métrage, Defaced, qui met en scène l'histoire d'un jeune homme coincé dans une affiche de pub pour crédit immobilier. That was a response to the amount of advertising and the amount of pressures that were put on people around my age to kind of get on the property ladder and start investing in property, and you know, it was just this period of time that was very kind of intense. Dans les années 90, l'Irlande connaît un boom économique. Les crédits immobiliers se multiplient comme des petits pains et les zones pavillonnaires poussent comme des champignons. En 2008, quand la bulle financière explose, les emprunteurs ruinés laissent derrière eux ces villes fantômes. Lorcan choisit un de ces endroits pour tourner Foxes, son troisième court-métrage, où une jeune femme au chômage s'entiche des renards qui envahissent la zone.
In Ireland, there was like a real kind of belief in all of this stuff and superstition around doing things to the land and all of this kind of thing, which was probably a good thing. Whereas now people just, everyone's just become so greedy that they'll just push all of that aside to make as much money as they can. Dans son approche du fantastique, Lorcan Finnegan revendique l'influence des contes et légendes irlandaises que lui racontaient son père et son grand-père. Ces histoires liées à la nature nourrissent son premier long métrage, Without Name, sorti en 2016. Ce film d'horreur rural nous plonge dans l'expérience d'un géomètre qui veut entrer en symbiose avec les arbres à l'aide de potions à base de champignons hallucinogènes. We taken mushrooms and stuff like that, yeah. And even actually Garrett Shanley, the writer, he had an experience in the suburbs on acid when he was young. Walking around, he couldn't find his way out. So I think that kind of came into Vivarium a little bit as well. Dans Vivarium, le salut semble passer par un enfant livré dans une boîte. Pratique. Mais c'est pas gagné. À la fin des 70s, le groupe finlandais Hanoi Rocks offre au rock un lifting façon camion volé. Leur chanteur Michael Monroe devient l'icône d'un nouveau genre qui donne le premier rôle à la tignasse, le hair metal. Illico à Los Angeles, une mode naît. Les pilleurs de looks s'appellent Guns N' Roses, Motley Crue ou Poison. So many bands that got actually very famous, sold a lot of records, but their music was crap. The looks, the big hairdo, and the posing, and the partying, and the band Poison. Their producer came up to me to produce their first album. I wanted to apologize to you about Poison. We took your thing, and we made millions. I said, millions of records. Excuse me, you took our thing? Oh, is that what you were trying to do? Oh man, don't worry about it. You didn't even come close. You missed the point completely, man. Come on, À 57 ans, le Mick Jagger scandinave, aux joints bien huilés, n'a rien perdu de sa souplesse. À l'automne dernier, Michael Monroe fait son fitness hard rock à la Maroquinerie de Paris, 40 ans après ses débuts au sein d'Hanoi Rocks. Well, it was my 20th birthday. I've been up for a couple of nights already, and I was at a friend of mine's place, and they had a friend and his girlfriend. They went to sleep, and I threw up, and I thought it looked like red. It was like blood, and I was like, whoa, I don't feel too good. I said, I've got to get outside. And I went out to walk, and then I said, all of a sudden I was in this bright space talking to my guardian angel, which was my higher self. All the times I've taken the trips before, I was always with some distraction, and we ended up some disco or something. I was like, I almost get it now. But that time I was like, phew, I was there. I thought, oh, okay, if I'm dead now, I'm seeing this, and this is wonderful,
Everything was cool. Nothing bothered me. I was like, and my path in life was very clear. Michael Monroe naît Matti Mäkö Fagerholm en 62 à Helsinki. Son père, Pentti Fagerholm, est animateur radio et Matti compte suivre le même chemin. Mais son zozotement l'handicape. Il se lance alors dans la musique. Tous les instruments y passent, jusqu'à ce qu'il jette son dévolu sur le saxophone. At the time, all of a sudden, everybody looked like Happy Days, you know, Richard Cunningham and Fonzie, you know. And they would beat up people looking different. There was like a lot of intolerance. Oh, the army was mandatory. It was like everybody had to do it. I did not. I said I was gay. I was a gay prostitute. I fixed, you know, guys in the central station there, and I do drugs as much as possible. And I had my, you know, gold satin pants and purple satin vest, and the psychiatrist looked at me as, are you sure it's going to be okay? And I was like, Michael forme Hanoi Rocks en 79 en s'inspirant du morceau punk culte Chinese Rocks, référence à l'héroïne écrit par Didi Ramon et Richard L. Le groupe quitte la Finlande, trop conservatrice pour eux, et met les voiles pour Stockholm un an plus tard. Michael coupe alors les ponts avec ses parents. Les membres d'Hanoi Rocks se retrouvent sans abri pendant 6 mois et apprennent la loi de la rue. One guy, Ali, a refugee from Afghanistan, and another guy who was from Malta, this guy Bobby. They were like father figures almost for us. And they got the shoplifting down. They come out of the food store with whole chickens, you know. I was like, wow. But we just walked around the streets, and often we'd end up some bar or whatever, and I would shut up some girl would invite me to their house, and then we were planning soda. And Nasty and Sammy would like, by accident, show up and, hey, how are you? Hey, my friend's from Finland, how are you doing? Can they come along? And then the girl would say, I guess so. So we'd go to the apartment and go straight to the refrigerator. Oh, food. We wouldn't be interested in the girl at all. A lot of people would pay thousands of dollars for a drop of sweat. Well, maybe not yet, but I mean, one guy in Cleveland offered to clean up my toilet. I just thought, you don't want to go that far, do you? En 82, les chevelus ont enfin le vent en poupe. Désormais installés à Londres, où ils rencontrent Razzle, leur batteur, Hanoi Rocks enchaîne les albums et s'offre Bob Ezrin, producteur de Kiss et de Pink Floyd, pour cette reprise de Creedence Clearwater Revival. En 84, c'est le clip le plus cher de l'histoire pour un groupe finlandais. Mais la gloire en prend un coup quand leur batteur meurt dans un accident de la route. I knew there was going to be a tabloid, there's some headline there saying, you know, as it did, it said Hanoi Star dead. So I called my mom and said that it's Razzle, it's not me. She might have had a heart attack, who knows, you know, not knowing that who it was. So that was it, and went to see. Yeah, it was really heavy. Well, my whole life was shattered. En 85, ce concert en hommage à Razzle rassemble plus de 5 millions de spectateurs en Finlande. Mais la flamme n'y est plus et le groupe se sépare. Michael se lance en solo 2 ans plus tard, poussé par son ami Steve Batters des Dead Boys. The girl vocals, it's me and Mike. We're Flo and Eddie of the punk wave. Aujourd'hui, accompagné d'un nouveau backing band et toujours de Sami Yaffa, son fidèle bassiste au chapeau venu d'Hanoi Rocks, le Finlandais ressort le Vanity Bag. Somebody said to me, so what are you going to do when you can't do the splits anymore? Like, oh, what am I, circus act? Of course, I'm singing first and foremost, and so I'll be doing what I'm doing. This is me. This is Michael Monroe, and this is what I am every day, 24/7, me, myself, and I.
Or just like images of porn that I watch, and then whenever I'm done, I just take a screenshot of when I've paused it. So like these are like the pop-ups and all of the other details from the internet. À New York, l'artiste Erin M. Riley écrit son journal intime sur tapisserie. Pour se raconter en tissu, l'artiste de 35 ans n'utilise pas d'images composées à l'ordinateur ou de tablettes graphiques, mais un bon vieux métier à tisser et de la laine teinte à la main. They're just like every time I have sex with someone new, I take pictures of the condoms we use. So this is like an ongoing series that I've been doing for a long time. Dès 2009, tout juste diplômée des écoles d'art de Boston et de Philadelphie, Erin se lance dans une série de tapisseries qui met en scène sans phare son quotidien avec une technique moyenâgeuse. Documenter son intimité lui permet de s'affranchir des clichés sur la femme dans le monde de l'art. When I started weaving myself, I always wanted to include my tattoos because then people would know that it was me in the pictures. So I took a bunch of pictures in the same series. They were all like poses and, you know, sort of like banking these images. Print it and trace it. So I'm working with this transparency, which then I project to scale. I'm blowing the images up super big so that I can have a line drawing to weave from. Can I have a taste of your ice cream? Depuis qu'elle a appris à coudre en classe d'économie domestique à l'école, Erin a le textile dans la peau. Elle passe jusqu'à 14 heures par jour et plus de 4 mois pour tisser un motif de 2,50 m de long sur 1,50 m de large. Ces créations sont aussi un moyen de renforcer sa confiance en soi et de conjurer certaines expériences pas vraiment roses. In private, men ask for a certain thing, but in public they talk shit on people who do that thing. And so I was seeing these, like, calling girls like sluts or whores and saying they have daddy issues or, you know, all of these things, but then in private saying, like, show me your tits, and it was like this opposite. And so I wanted to sort of start to own my sexuality, and like it wasn't anyone's judgment except my own. Quand Erin ne tisse pas sur sa vie sexuelle, elle effiloche les problèmes d'addiction de certains membres de sa famille. Elle s'inspire aussi d'images glanées sur le net pour évoquer ce qui la travaille, les violences faites aux femmes ou les accidents de voiture. I am making work about things that a lot of people don't like to look at. Textiles is a thing that people feel like akin to because we're wearing clothes and we sort of, textiles are sort of, it's like this thing we know, but we don't know it. And so there is this softness. People can approach an image that might make them uncomfortable, but in person, they're not so scared of it, you know. Whereas if it was a photograph, I think a lot of people would look away. Avec les œuvres d'Erin M. Riley, le côté mignon, inoffensif qui colle au basque de l'art textile en prend pour son grade. Si la tapisserie n'est plus considérée comme liée à l'artisanat depuis le mouvement Arts and Crafts de la fin du 19e, c'est à partir des années 60, avec Sheila Hicks, Magdalena Abakanowicz ou Raymond Arcier, que s'opère une petite révolution de la pensée. Puisque le tissu est associé dans l'inconscient collectif aux femmes, elles vont tricoter, tisser, broder. Leurs créations sont intimes et politiques à milieu d'un art patriarcal. On doit toujours un tout petit peu plus justifier, en fait, pourquoi la fibre et pourquoi pas la peinture, ou pourquoi la broderie et pas un crayon ou je sais pas, un pinceau.
Brankica Zilovic vibre pour la fibre. Depuis qu'elle a commencé son travail de plasticienne, elle la place sous toutes les coutures au cœur de ses créations. Née en 1974 en Serbie, elle étudie les beaux-arts à Belgrade, puis à Paris, où elle s'est installée. Vous avez quelque chose qui est très physique et très charnel dans le travail de la fibre. Une fibre, elle a son odeur, elle a son aspect physique, le fil vous coupe. Quand vous travaillez avec une aiguille, il y a une quasi-forme de souffrance, c'est des heures et des heures de répétition et de travail. Donc il y a quelque chose d'assez obsessionnel finalement qui est peut-être lié à un aspect psychologique, je dirais, voilà, sans rentrer dans les obsessions et des interprétations trop avancées là-dessus. Voilà. Le choix de point de broderie n'est pas anodin dans mon travail, donc il s'appelle point de suture. Donc c'est quasi le point chirurgical. Dans le textile, je suis convaincue intimement vraiment qu'il y a une dimension réparatrice. Si la broderie renvoie à une douceur apparente, elle peut porter des messages forts. Dans sa série No Longer Mine, Brankica brode sur des livres et raccommode un récit individuel et collectif marqué par les guerres de Yougoslavie. Ce sont des livres qui finalement parlent de mon identité nationale. Donc c'était des livres liés à la religion, au communisme, par exemple bombardement de l'OTAN ou des ouvrages que j'aurais pu en fait, qui pouvaient être le sujet des discussions avec mon père. La carte est une forme, est un territoire, avec tout ce qu'elle peut finalement générer derrière, et hop, je l'intègre dans les livres. La frontière, l'idée de la ligne qu'on va tout simplement tracer, donc il y a quelque chose qui relève de jeu, de dessin, comme ça, complètement innocent, mais en fait, il n'y a rien d'innocent derrière, il y a tout un destin qui est en train de se jouer derrière. Pour sa première exposition personnelle parisienne, Brankica déroule différents aspects de son travail autour du fil. Il est parfois intégré à d'autres matériaux, comme dans sa série Tout Monde, où elle fait fusionner photo et béton. Avec Life, la fibre se déploie sur un grand tableau en feutre. Si je devais compter le nombre de points que j'ai réalisés, ça représente des millions de points. Et il est là pour dire « je suis là, nous sommes là, je m'inscris, je transperce à chaque geste, tu transperces en fait un support, ça laisse des traces, mes doigts sont complètement endurcis, donc il y a une preuve tangible de notre existence et de tout ce que nous sommes aujourd'hui. » Mathieu, notre reporter habitué des réceptions mondaines, est l'invité de l'ambassadeur du Korean hip-hop. Né à Buenos Aires, d'origine coréenne et américain depuis ses 19 ans, Dumbfoundead a longtemps traîné le surnom de Chino, le chinois, donné par ses amis latinos du quartier de Los Angeles. Comme beaucoup d'Américains d'origine asiatique, le rappeur a dû se battre pour passer entre les mailles des clichés racistes et se fait désormais un devoir de clasher les préjugés. Bon demi, du coup, derrière les stéréotypes, c'est quoi le bon côté d'être d'origine asiatique? Asian food. You go anywhere in the world, there's a good Chinatown or somewhere with good food. Because a lot of people don't know yet globally that it's exciting time because there's always something new you could learn, you know what I mean? And Asian culture is just cool. It's some cool shit. Pour donner une autre image de sa communauté, Dumbfoundead s'arme d'humour et d'autodérision. En 2016, le rappeur et acteur de 34 ans utilise la technique du deepfake, hyper trucage dans la langue de Molière, pour dénoncer le manque de représentativité des Américains d'origine asiatique à Hollywood. I started rapping when I was 14 years old. I was like a kind of a nerdy skateboarder in LA, funny, but I wasn't cool, you know what I mean? I got my ass whooped a lot too. I got in a lot of fights. My first battle was when I was freshman year in high school. That's 9th grade in high school. And I was just freestyling, having fun, not battling.
just rapping. And then one guy next to me just started freestyling too, but started throwing me in the fire, you know, like all of a sudden just said something about like, oh, this guy looks like Jackie Chan or whatever. And I was like, what the fuck? Like, I didn't even make fun of you. So I started battling him, and that's how it started. And then as soon as I hit him with one punchline, and everybody was like, ooh, I got addicted. I was like, I need more of that sound. Dumbfoundead, de son vrai nom Jonathan Park, né en Argentine en 86 dans une famille d'immigrés coréens. Alors qu'il n'a que 3 ans, sa mère franchit clandestinement la frontière de Tijuana avec lui et sa petite sœur Nathalie pour rejoindre le père, parti en éclaireur à Los Angeles. La famille s'installe dans le quartier de Koreatown, majoritairement hispanique, mais où vit la plus grosse communauté coréenne des États-Unis. Demi a 6 ans lorsqu'éclatent les émeutes de 92. Pendant les 6 jours de quasi-guerre civile, les commerces des Coréens, désignés comme boucs émissaires, sont la cible des pilleurs. I grew up in a very tough immigrant family. My parents always fought, a lot of domestic violence in the household. My dad was alcoholic. They split up when I was like 12 years old. So me and my sister lived alone for a long time. I dropped out of high school. My childhood was definitely a little rough, but now our family is a little bit better. But it's great. I came out of all that with a lot of good stories and stuff that I want to adapt into whatever. On my right-hand side, representing Los Angeles, we got my man Dumbfoundead, Thirsty Face. Yeah. Découvrant le hip-hop dans la boutique d'électronique de son père, Jonathan se met au freestyle jusqu'à ce jour de 2008 où sa battle contre Tantrum, un autre jeune rappeur, fait des millions de vues sur YouTube. Why you so fucking stiff looking like an Asian mannequin? Take a chill pill, Kill Bill. You're messing with the real deal. Can you imagine this motherfucker lunging blades and stunner shades, learning the jumping crane from his Uncle Chang? Check this out, y'all. I'm a mind reader. You're thinking about opening up a dry cleaners that specializes in wife beaters. That was the first time on the internet where you had 2 Asian guys really like, that were pretty good, battle each other. Tantrum was the anger, and that was a comedy. And comedy always wins over anger. I'm very self-deprecating, you know? I don't mind making fun of myself. Like, a lot of rappers in hip-hop, they go around and they want to look good, they want to flex. Me, I don't mind making fun of myself and talking about the things that make me human or my flaws, you know what I mean? And I think a lot of people could relate to that. Like, I'm not trying to be cool. Sur sa chaîne YouTube, Demi invite des musiciens à papoter et fumer dans sa voiture, comme ici avec la rappeuse et actrice new-yorkaise Aquafina. Yo, Aquafina, aka Yellow Ranger. Yeah. Where can I find more of your stuff? SoundCloud. Awkwardfina, right here. Awkwardfina, a little bit. Yeah, tune in next week for the Hot Box again. Peace. Célébré par Drake, Dumbfoundead multiplie les collaborations et fait des clins d'œil à sa culture d'origine en se jouant de l'imagerie K-pop, comme ici dans Water. Pour son premier passage à Paris, Demi met les petits plats dans les grands en organisant son concert au VIP Room, le tout pour une marque coréenne de ramen. Miam Miam ou Machita, comme on dit au pays du matin calme. One stereotype? Shit. The fuck? Probably, like, the worst stereotype for Asian dudes is, like, your dick being small. Because my shit's mad regular. It's super regular, you know what I mean? So I think that's bullshit. On n'oublie pas, Trax, c'est quand tu veux, où tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, go vite, génial.